Ok, reprenons. Bon, donc, effectivement, on a pris un peu plus de temps que je pensais. Du coup, je vous recommande vraiment de faire cette feuille d'exo. Vous verrez, c'est trivial, mais comme j'ai l'impression que vous n'avez pas fait beaucoup de topologie dans le passé, ça vaut le coup de reprendre ces notions. Vous verrez, c'est même amusant tellement c'est simple et enfin, vous verrez, il y a des choses assez amusantes en fait. Par exemple, dans la topologie triviale, montrer que n'importe quelle suite est convergente et que n'importe quel élément de l'ensemble est la limite de n'importe quelle suite. Donc, il peut y avoir plusieurs limites à une même suite. Ce qui est un peu étrange dans une topologie standard, mais en fait, c'est juste un fait trivial. Ça prend 2 secondes à l'écrire. Vous verrez. Et puis, donc, à la fin, vraiment montrer que cette définition topologique de la continuité, c'est bien la notion de continuité habituelle, exprimée de façon complètement générale. Oui ? Non. Non, pas forcément, parce que, bah, vous verrez justement, mais si vous avez la topologie triviale, où les seuls ouverts, c'est l'ensemble vide et l'ensemble complet, tout voisinage d'un point, c'est l'ensemble complet. Et donc, le seul voisinage de n'importe quel point, c'est l'ensemble complet. Eh ben non. Si vous avez une topologie métrique, oui. Parce qu'à ce moment-là, c'est une topologie, disons, issue d'une métrique avec des boules, parce qu'à ce moment-là, la distance entre la limite et les points de la suite au bout d'un certain rang est plus petite que epsilon pour n'importe quel epsilon, et du coup, entre deux limites, la distance doit être nulle. Mais, justement. Donc, voilà, pour jongler un peu avec ça, c'est important. Vraiment, je vous encourage à faire ces exercices. Je pense que ça ne vous posera aucun problème, et vous verrez, c'est très court. Et si vous avez eu des problèmes, on regardera ça ensemble la prochaine fois, mais je pense que si vous pouvez le faire de votre côté, c'est vraiment mieux. Est-ce que vous pouvez faire en ligne de correction ou pas éventuellement, ouais. Ok, alors, on va passer à la notion de variété maintenant. Alors, on n'est pas encore à la variété différentielle, on va commencer par la variété topologique. Ah, on a dit pas noir. Alors, qu'est-ce qu'une variété topologique? Donc, c'est vraiment une notion absolument cruciale. Alors, en gros, une variété topologique, c'est un espace topologique que l'on peut cartographier. C'est-à-dire dans lequel on peut se repérer et on peut repérer des points à partir de coordonnées, essentiellement. On peut dire, je suis à tel endroit, ou je veux aller à tel endroit, et je peux désigner l'endroit en question en disant, c'est l'endroit qui a telle et telle coordonnée. Alors évidemment, ça dépend du choix du système de coordonnées, mais au moins, je peux le faire. Tandis que, si vous avez un ensemble avec même pas de structure dessus, comment vous allez désigner un élément? Celui-là, celui-là, quoi? Celui-là ou comme vous voyez, il n'y a même pas la structure minimale. Donc, enfin, disons, ok, vous pouvez l'exhiber, mais vous ne pouvez pas le désigner. Donc, une variété topologique, ça va être un espace, je dis d'abord avec les mots, ça va être un espace topologique que l'on peut cartographier, et on verra que ça va avoir un sens technique, la notion de cartographie. Cartographier. C'est-à-dire que je peux en faire une image, on peut en faire une image sur un plan. On peut faire vraiment une carte. Alors, s'il est à 2D, s'il est à 3D, il faudra une carte à 3D. Mais donc, l'idée est très simple. Vous avez
vous avez un espace topologique. Donc vous commencez par un espace muni d'une topologie. Okay. Et un espace topologique, une variété topologique va être un espace topologique tel que pour tout point P dans E, il existe un ouvert de E tel que P soit dans l'ouvert déjà. Je ne sais pas si je... Donc, pour tout point, il existe un ouvert qui contient P. Je vais l'écrire peut-être comme ça. Un ouvert. Et une application X, l'application X de E dans Rn. On va pouvoir le cartographier dans Rn, donc une application de X dans Rn, telle que X est continu, X est bijective, et X moins 1 est continu. Donc je vous fais une image tout de suite et après on va discuter. Je vous fais un petit dessin. Pareil, je vais prendre, tiens, je vais prendre une sphère. Voilà. Voilà. Quel que soit P sur la sphère, un point P, je peux trouver un ouvert autour de P. Alors, il faudrait que je définisse les ouverts. Là, on va dire que je prends la topologie intuitive héritée. Alors, il y a un exercice sur les topologies héritées. Héritée de l'espace 3D. La topologie héritée d'un ensemble sur un sous-ensemble, c'est qu'on définit les ouverts sur le sous-ensemble comme étant l'intersection des ouverts de l'ensemble global avec le sous-ensemble. C'est-à-dire, je définis un ouvert sur la sphère comme un ouvert dans R3 avec la topologie standard dans laquelle la sphère est plongée, inter la sphère. D'accord ? C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est-à-dire, vous avez l'espace euclidien. Vous mettez une sphère... dans l'espace euclidien, les ouverts sont les ouverts ordinaires, les intervalles ouverts dans chaque direction, etc. Et puis après, toutes les unions de ces trucs-là. Les ouverts standards. Les ouverts créés à partir de la distance, si vous voulez. Donc vous avez des ouverts dans l'espace Rn. Maintenant, vous mettez une sphère là-dedans, ou n'importe quelle surface d'ailleurs. Vous mettez une surface dans Rn, et vous pouvez définir les ouverts sur la surface en question comme l'intersection des ouverts de Rn avec la surface. Un des exercices est de montrer que ça, c'est bien une topologie. Mais ce qui est évident, parce que l'intersection de deux ouverts dans l'espace autour est ouverte, et donc l'intersection de ces ouverts avec votre surface, c'est à nouveau ouvert. Bon, vous verrez, c'est très simple. Donc, voilà, je prends un petit ouvert. Tout ça, c'est juste pour justifier que j'appelle ça un ouvert. Je prends un ouvert autour de P, et ça, je peux en faire une carte. Alors, en l'occurrence, il y a deux dimensions. Je peux en faire une carte dans R2. Donc, je vais avoir un X1 et X2. Ça, c'est l'application X qui, à P, à chaque point, au point P, me donne X1 de P, X2 de P. D'accord ? Et puis, à un point voisin, ça me donne un autre endroit, etc. Et donc, si je prends tout cet ouvert autour de P,
ça me fait une certaine zone ici, qui est l'image, donc cette zone-là en vert, c'est l'image de U, qui était l'ouvert que j'ai pris autour de, je le laisse en bleu, autour du point P. D'accord? Donc, une variété topologique, c'est un espace topologique, un ensemble de points avec une topologie, avec des notions de voisinage, etc. C'est une variété topologique qui, localement, partout, n'importe où, ressemble à Rn, ressemble ici à R2. D'accord? Puisque je peux le cartographier et faire une image de cet ouvert-là dans le plan R2, quoi, ordinaire. Alors, je crois que oui. Et là, on va être obligé d'avoir une distance dans l'espace. Non, pas de distance. Alors, vous allez dire, là, il y a une distance. Comment on fait pour identifier une surface à un plan? Parce qu'il y a une notion de perturbation, non? Ah non, bah, par exemple, si c'est la sphère, ça va être la latitude, et ça va être la longitude. C'est juste des coordonnées. Il n'y a pas de notion de distance. Je décide, une carte particulière consiste à mettre la latitude en X et la longitude en Y. Ça marche. Ça me fait une carte. Ça me fait une association biunivoque, enfin bijective. Un point d'ici correspond à un point là correspond à un point là, de façon parfaitement transparente et non ambiguë. J'ai une carte. Alors, ça s'appelle une carte, d'ailleurs, ça. Donc, en fait, le couple UX, je vais prendre l'habitude de faire comme ça, est appelé carte. Donc, c'est exactement comme une carte, si vous avez une carte de la Terre, vous avez une carte de la France, voilà. En fait, sur le vrai monde, vous avez la France quelque part, et puis vous mettez ça sur un plan, et vous faites une carte. Un vrai point du monde correspond à un certain point sur la carte. Un autre point du monde correspond à un autre point sur la carte, voilà. Alors, vous avez 1000 façons de faire ça. Oui, ouais. Moi, je comprends pas comment on fait ça. Parce qu'avant, on avait une topologie, du coup, on avait un ensemble d'éléments, ok. Là, quand on a une sphère, on a des points qui sont représentés du coup sur une sphère. Du coup, il faut déjà les identifier. Et pour les identifier, il faut déjà une structure de l'espace. Dire que ce point-là, il est ici, un autre point, il est ici. Non. Il faut une notion de distance. Parce que sinon, pour que deux points soient distincts, il faut qu'il y ait une notion de distance. C'est ça. Non. Les points sont distincts. Il n'y a pas besoin de notion de distance pour distinguer deux points. Voilà l'ensemble AB. A et B sont deux éléments distants. Il n'y a pas forcément, j'ai pas une distance entre eux. Donc, simplement, j'ai effectivement j'ai un espace avec des points et j'ai un espace topologique, donc j'ai une notion d'ouvert. Très bien. La définition d'une variété topologique, c'est que c'est un espace topologique tel que, autour de chaque point, c'est-à-dire, oui, dont je peux cartographier tous les ouverts. Pardon, je corrige, c'est pas vrai. Dont je peux cartographier pardon, dont je peux cartographier tous les endroits. C'est-à-dire, pour chaque lieu de l'espace, je peux trouver un voisinage que je cartographie. Et là encore, vous avez utilisé le mot espace. Du coup, c'est inclus dans un espace. Non, mais un espace, c'est juste un ensemble de points. Un espace topologique, c'est un ensemble de points avec une topologie. Donc, je pars de ça. J'ai un ensemble de points avec une topologie, donc un espace topologique. C'est mon point de départ. EO, voilà. J'ai un espace topologique et il y a des milliards d'espaces topologiques différents. Des milliards. Pas des milliards, une infinité. Donc, continue. Les mathématiciens n'ont pas encore réussi à cartographier,
à classifier les espaces topologiques. On n'est pas capable, on n'est toujours pas capable, et peut-être on ne le sera jamais, de classer les espaces topologiques. Je reviendrai peut-être là-dessus. Il y a beaucoup de mains qui levées. Ce qu'on dit pour donc, une variété topologique, c'est un espace topologique tel que pour chaque point, je peux trouver un ouvert autour de ce point que je peux représenter dans Rn. Dans un certain Rn, pour un certain n, toujours le même. Alors, il y avait là, puis là, pardon. Ouais. Juste un petit détail, mais du coup, la fonction 10, elle n'est pas du tout définie de U dans Rn, c'est vraiment de E dans Rn. Oui, alors, pardon, c'est de... Non, oui. Merci. C'est de U dans Rn, et en fait... Oui. Et en fait, c'est de U dans X de U, inclus dans Rn. Merci pour la correction. Effectivement, pour faire une variété topologique, je dois pouvoir cartographier une région autour de n'importe quel point. Cette région doit être cartographiée dans un certain Rn de façon bijective et continue, et ça doit toujours être le même n. C'est-à-dire, c'est pas mon espace, il ressemble pas à R2 près d'un point, puis à R3 près d'un autre point, et puis à R12 près d'un autre point. Donc il va y avoir une notion de dimension, et alors la dimension de la variété topologique, ça va justement être ce n-là. Et dernier point que j'ai oublié ici, bien sûr, c'est que... Ah non, c'est ça, oui, quel que soit P. Non, c'est bon. Alors, oui. Ah, ok. Avec l'ancienne définition, j'avais un problème dans le sens où si on prenait l'espace E total, dans ce cas-là, X n'est pas forcément inversible. Ouais. Dans le sens où vous l'avez démontré, on aurait plein de façons de découper la sphère pour l'étendre sur une carte. Ouais, absolument. Alors, de toute façon, il y a plein de façons de cartographier. Un endroit sur la Terre. Enfin, sur la Terre, sur la sphère, sur l'espace, sur la variété topologique dont on parle. Parce qu'une fois qu'on en a une, je peux maintenant faire une transformation de ça, de cette représentation, je fais une transformation continue de ça, et ça m'en donne une autre. D'accord ? On va parler des changements de cartes, mais... est-ce que c'est clair, cette définition ? Vous avez un espace que vous pouvez cartographier au sens où, en chaque point, vous pouvez faire une image sur, alors je dis sur un plan, parce que là je suis à 2 dimensions, mais sur Rn, juste en donnant des coordonnées au point. Mais évidemment, il y a une exigence, c'est que cette cartographie soit fidèle, d'une part, au sens où 2 points différents doivent donner 2 points différents, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas désigner 2 points différents par les mêmes coordonnées. Hein, donc, et par ailleurs, il faut qu'elle soit continue, c'est-à-dire que topologiquement, la carte doit être identique à l'espace de départ, à l'ouvert dont vous êtes parti. Alors, je dis ici que x doit être continu et que son inverse doit être continu. Ça n'a de sens de dire qu'une application est continue que si on précise quelle est la topologie choisie dans l'ensemble de départ et dans l'ensemble d'arrivée. Puisque vous verrez aussi dans les exercices, une fonction donnée peut être continue du point de vue d'une certaine topologie et pas continue du point de vue d'une autre. Puisque la définition, c'est que l'image réciproque d'un ouvert soit un ouvert. Ça dépend qu'est-ce que vous définissez comme étant des ouverts. Donc ce qui est sous-entendu ici, c'est que la topologie sur E, c'est la topologie de l'ensemble E, il n'y en a pas d'autre, et que la topologie sur UN, c'est la topologie usuelle.
Oui, il y avait une question? Non, non, c'est bon. Ok. Donc en gros et en détail aussi, une variété topologique est un espace topologique que l'on peut cartographier autour de chaque point par une carte qui est bijective et continue et de réciproque continue qui emmène dans un certain Rn pour une certaine valeur de n. Toujours le même n. Donc je devrais mettre ici tel que il existe n tel que quel que soit p. C'est-à-dire que le n doit être le même pour tous les points. D'accord ? Donc c'est un espace topologique tel que il existe n, tel que pour chaque point, on peut trouver un ouvert qui contient p, c'est-à-dire un voisinage ouvert de p, et une application qui réalise une carte dans Rn. Cette carte devant être continue et inversible, et d'inverse continue. OK ? Voilà. Ça s'appelle donc une carte, et n s'appelle la dimension. N est la dimension de la variété topologique. De la variété, oui, c'est ça. La variété topologique. OK ? Alors, comme on le voit déjà avec l'exemple de la sphère, il n'est pas forcément possible de cartographier l'ensemble de l'espace avec juste une seule carte. En l'occurrence ici, je sais pas, si vous retirez une calotte polaire ici par exemple, vous pouvez cartographier tout ça, toute la surface de la Terre, à la limite même, sauf un point, par exemple le pôle sud, vous pouvez cartographier sur un plan, vous pouvez faire une carte. Mais vous ne pouvez pas tout cartographier parce que ce point-là, c'est-à-dire si, mettons, vous mettez le pôle nord là et vous faites comme ça par exemple, voilà, la carte, ça peut être, voilà, je vous trace les méridiens et les parallèles, voilà une très bonne carte. D'accord ? Pour cartographier la Terre. Vous représentez voilà, les méridiens, les parallèles comme ça. Okay ? Sauf que le pôle, donc si ça c'est le pôle nord et puis vous descendez les parallèles, le pôle sud il est à la fois là. Et donc c'est plus continu ou c'est plus inversible. Donc c'est pas une bonne carte. Mais vous pouvez faire une carte qui prend tout sauf ça, par exemple. Voilà. Tout ça, vous oubliez une calotte ici. Puis après, vous prenez une autre carte qui prend tout et là. Et vous avez deux cartes. Et ça fonctionne très bien. Vous avez besoin... Sur la sphère, vous avez besoin d'au moins deux cartes. Très bien. Dans certains espaces, vous pourrez avoir besoin d'une infinité de cartes. Qu'à cela ne tienne. Le seul truc, c'est qu'il faut que l'ensemble des cartes couvre l'ensemble de l'espace. Il faut vraiment pouvoir cartographier tout l'espace avec une cartographie continue et d'inverse continue, et toujours vers le même Rn. Ouais. Là, dans la dimension de la variété, la carte, ça renvoie sur R2. Est-ce que vous ne pouvez pas renvoyer sur une carte de juste R1 et indexer les noms par juste des numéros, par les points par des numéros? Non, alors on peut pas effectivement cartographier sur R. Alors on peut attribuer à chaque point de là un point de là de façon bijective, mais pas continue. Impossible. On peut montrer de façon générale que si vous pouvez faire une application, si vous pouvez faire une carte dans Rn, vous ne pouvez pas en faire une dans Rn' si n' est différent de n. Ça ne peut pas être fait de façon continue. Oui. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible que ce soit continu? Avec le cas de R, par exemple, de trouver un ouvert qui ne... Alors, pour... Ça ne serait pas un ouvert. Si, vous pouvez cartographier R sur R de façon continue. Je suis pas... Non, c'est-à-dire, vous avez dit, on ne peut pas cartographier la sphère sur
Ouais. Pourquoi ça ne peut pas être continu? Et est-ce que vous aurez un exemple du coup de ça, d'un ouvert de R qui ne serait pas du tout un ouvert sur la semaine? Alors, comment vous allez... disons que ça, on l'a cartographié là-dedans. Donc, essayons de cartographier R2 dans R. En fait, vous voulez faire une bijection d'un carré dans un segment, par exemple. Hein, c'est ça, en gros, ça revient à ça. Hein, puisque un segment ou tout R, c'est pareil, en fait. Hein, puisque il y a une bijection entre tout R et juste un segment. Hein, il suffit enfin, donc, vous voulez... Alors, c'est assez remarquable d'ailleurs, on peut effectivement faire une bijection de ce carré dans ce segment. Par exemple, le point X, XY ici, vous le mettez, donc le X, il s'écrit, on est entre 0 et 1, là, et puis 0 et 1 par exemple, on prend le carré unité. Par exemple, X, vous l'écrivez 0, X1, X2, X3, Xn, par son développement décimal. D'accord? Donc ça, c'est décimal. Et puis Y, c'est pareil, c'est 0, Y1, Y2, son développement décimal. À ce point-là, vous pouvez très bien attribuer un nombre qui serait 0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, why not? Donc vous pouvez faire quelque chose comme ça. Mais si vous faites ça, vous allez voir que ce n'est pas continu en fait. Vous allez voir qu'à un moment ou une autre façon de faire, c'est vous. Oui, enfin vous. Ouais. Ouais, il faut l'écrire. Je ne veux effectivement pas passer trop de temps là-dessus, mais vous pouvez faire. Voilà. Alors, oui, parce que. Là, en fait, là, comme ça va pas être injectif. Ça va pas être injectif. Vous allez éventuellement voir. Est-ce que c'est injectif? En tout cas, ça va être surjectif. Si, peut-être bien d'autres. Peut-être que ça, c'est vérifié. Je pense que c'est bijectif. Est-ce que c'est injectif? Oui, ça va être injectif. Et donc ça doit être bijectif, j'ai l'impression. Mais ça va pas être continu. Avec les ouverts, on ne peut pas créer des ouverts parce que là, alors, pardon, ça va peut-être être continu, mais l'inverse ne va pas être continu. Faut voir. Je veux pas, mais enfin, ça doit être très simple. Regardons après si vous voulez, mais oui. Parce que l'année dernière, M. Nietzsche, en fait, il a fait des exemples comme ça tout simple. On essayait de cartographier des cercles et tout. Et en fait, on n'avait pas trouvé les ouverts, ça marchait pas. Il y avait un truc comme ça. Ouais. Enfin, les cartes, c'était pas ouvertes. Du coup, ça. De cartographier R2 sur R? Ouais, c'est ça, avec des exemples de cercles. Ouais. Mais c'est un peu tricky, du coup, ça se voit pas simplement. Mais on peut le montrer de manière générale que vous ne pouvez pas cartographier Rn dans Rm si M est différent de M. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que la notion de dimension de la variété, elle est bien définie. Si vous pouvez faire des cartes dans Rn, vous ne pouvez pas les faire dans autre chose. Alors il existe des espaces topologiques que vous ne pouvez pas cartographier, ou pas cartographier en chaque point de la même façon. Vous prenez un espace, vous prenez cette sphère, puis là vous accrochez un cheveu, là, voilà. Ce bout-là, il est cartographié, enfin tout ça c'est cartographié vers R2, ça va être cartographié vers R1, puis là d'ailleurs ça va même pas être, ça va être un truc bizarre ici. Donc ça, c'est pas une variété. Ouais. Elle peut pas être bijective, vous dites? Ouais, mais je crois qu'il existe des bijections. Ça marche pas, ça? R2, c'est la même dimension, je crois. Les cardinales de R et R2, c'est la même dimension. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Ah, en tant qu'espace vectoriel, mais là, j'ai pas de structure vectorielle. Non. Ah non, ils sont pas isomorphes en tant qu'espace vectoriel, mais en tant qu'espace topologique, enfin en tant qu'ensemble, oui. Ah oui. Mais d'ailleurs, vous pouvez écrire une bijection entre l'intervalle 0,1 et tout R.
par exemple. Si, c'est tricky, mais oui, si. Simplement, c'est pas continu. Vous ne pouvez pas avoir une bijection continue. J'en profite pour... oui, l'infini, c'est spécial. Hein. J'en profite pour vous donner une définition que j'ai oubliée sur quand on a écrit la continuité. Donc, à l'échelle des ensembles, les applications qui préservent la structure d'ensemble, c'est les bijections. À l'échelle des espaces topologiques, comment appelle-t-on une application qui préserve la structure topologique, c'est-à-dire qui permet de dire que deux espaces topologiques, du point de vue de ce qu'ils sont, c'est-à-dire en tant qu'espace topologique, sont équivalents. Yes. Un homéomorphisme, très bien. Donc deux espaces topologiques sont équivalents, sont le même espace en fait, s'ils sont reliés par un homéomorphisme. Un homéomorphisme, c'est quoi? Donc si vous avez un espace topologique E, OE, et un espace F, OF, évidemment, il faut définir une topologie pour pouvoir parler d'espace topologique. Vous avez une fonction F de l'un dans l'autre. Elle est homéomorphique si F... Alors, il faut déjà que ce soit le même ensemble en tant qu'ensemble. Donc, il faut déjà que ce soit une bijection. Et il faut que F soit continu. C'est-à-dire qu'il y aura la même notion de continuité sur l'espace d'arrivée que sur l'espace de départ. C'est ça que ça veut dire. Si vous pouvez relier les deux espaces topologiques par une application bijective continue et telle que son inverse aussi est continue, alors en fait, vous avez le même espace, puisque vous pouvez faire une correspondance complète, non seulement entre les éléments, mais même entre les ouverts. Donc il y aura les mêmes notions de continuité, il y aura exactement toutes les mêmes propriétés d'un espace topologique, puisque toutes les propriétés d'un espace topologique sont les propriétés que vous pouvez dériver des deux seules choses qui sont présentes, l'ensemble et sa topologie. Si vous pouvez avoir une bijection continue et d'inverse continue vers un autre espace topologique, bon bah en fait c'est le même. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que E et F soient les mêmes espaces? Parce que là, vous avez dit que ça marchait pour faire 2 et F. Redites-le. Pourquoi est-ce que E doit être égal à F? Ah non, E n'est pas égal à F. Ah, ça doit être une bijection. Oui, en tant qu'ensemble. Il doit exister une bijection entre les deux. Ok, mais c'est pas forcément les mêmes espaces. Ah non, c'est un autre espace. Ça, c'est un espace E, muni d'une topologie. Ça, c'est un autre espace muni d'une topologie. S'il existe une bijection entre eux qui soit continue pour ces topologies-là et dont l'inverse soit continu, en fait, tout ce que vous pouvez dire sur l'un, vous pouvez le transposer exactement à l'identique sur l'autre. Il n'y a pas des choses que vous pourriez dire sur des objets, sur des fonctions, sur des limites, ici, qui ne pourraient pas être dites exactement à l'identique de l'autre côté. Donc, de ce point de vue-là, c'est les mêmes espaces, en fait. Rien ne les distingue du point de vue des structures qu'ils portent, puisque vous pouvez établir cette correspondance. Oui. Alors, si vous voulez, c'est un isomorphisme de la structure espace topologique. Dans le cas de l'espace topologique, il y a un nom spécial, on dit homéomorphisme. Quand on va introduire les variétés différentielles, quand on va introduire une structure différentielle sur les variétés, ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a une structure de continuité. On a une structure topologique sur la variété. Quand on va introduire une structure différentielle, on parlera de difféomorphisme pour des fonctions qui préservent l'ensemble des structures. Et on exigera que cette fonction-là, en plus d'être continue,
elle soit dérivable et que son inverse soit dérivable. À ce moment-là, vous aurez une identité des structures différentielles. Là, vous avez une identité des structures topologiques. Si vous avez une structure différentielle et que vous avez une fonction différenciable, alors vous aurez une identité des structures différentielles. Mais vous voyez bien que pour dire que f est différentiable, il faut quelque chose de plus que la continuité. Parce que pour l'instant, je suis incapable de dire qu'est-ce que ça veut dire que f est différentiable. On n'a juste pas les structures qui permettent ça. Et on va vouloir ça, bien sûr. On va vouloir une structure différentiable pour pouvoir dire cette fonction, non seulement elle est continue, ok, maintenant on sait ce que ça veut dire une fonction continue, super, mais on ne sait pas encore du tout ce que ça veut dire structure différentielle. Parce que pour être différenciable, il faut pouvoir dire je fais la différence entre deux points et puis je divise par l'écart, etc. On n'a pas du tout une notion comme ça. On n'a même pas une notion de différence entre deux choses. Donc pour l'instant, on n'y est pas, quoi. Alors, quelle heure est-il? Ok. Alors, continuons un peu avec ça. Donc, j'ai donné la définition d'une carte. Alors, il nous reste la définition d'un atlas. Qu'est-ce qu'un atlas? C'est un ensemble de cartes. Hein, donc, c'est comme si vous avez un atlas de la Terre. Vous avez plein de pages et à chaque page, il y a une cartographie d'un endroit de la Terre. Alors, ça se recouvre, etc. Très bien. Mais vous faites un atlas avec une collection de cartes. Et donc, j'écris juste cette définition. Donc, à nouveau, définition. Un atlas de la variété de la variété topologique. Alors, à partir de maintenant, je vais les noter M, les variétés. C'est ce qu'on fait traditionnellement. M, O. M, c'est pour manifold. En anglais, c'est le nom anglo-saxon, si vous lisez la littérature anglo-saxonne ou sur Internet en anglais. Manifold, ça veut dire variété. C'est la traduction variété. Donc souvent, on appelle M, on appelle toujours M, donc je vais faire comme tout le monde. On pourrait appeler V, mais non. Donc, un atlas de la variété topologique MO est un ensemble de cartes donc les cartes, c'est les UX. Alors donc un ensemble, je vais noter U lambda, X lambda, pour un certain lambda dans un certain indice, enfin un ensemble de labellisation ou d'indexation comme vous voulez, tel que l'ensemble de cartes tel que, eh bien simplement l'union des U lambda soit M. C'est-à-dire qu'il faut couvrir tout l'espace. Il n'y a pas un point de l'espace qui n'a pas au moins une carte associée. Alors il peut y avoir plein de cartes. En fait, l'atlas, il peut contenir une infinité de cartes. Il y a la notion d'atlas maximal, d'ailleurs, qui est simplement l'ensemble de toutes les cartes possibles et imaginables. Why not? Bon, c'est juste une définition. Les cartes X, enfin, quand on a une carte UX, donc une carte, c'est toujours une application, mais ça dépend, enfin, ça inclut le voisinage dont on parle. Je vais faire un autre dessin aussi pour que vous voyez bien. Voici. Voilà un tore, par exemple, à 2 dimensions. Oui. Est-ce qu'à une variété connue, on peut définir un ensemble, enfin, on peut définir le minimum de cartes? Est-ce qu'il existe une notion comme ça? Alors, oui.
quand vous avez un atlas qui couvre donc l'ensemble, vous pouvez en général retirer des cartes et ça couvre encore, puis il y a un moment non. Donc oui, vous pouvez, par exemple, pour la sphère, vous pouvez avoir un atlas de 2 cartes. Comme je vous ai dit, par exemple, ça où il manque la calotte, puis ça où il manque l'autre calotte. Ça marche. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas avoir un atlas d'une seule carte. Maintenant, les 2 cartes en question, ça peut être celle-là, ça peut être plein d'autres, et puis même pour une même sélection d'ensemble ouvert, ça peut être une autre représentation. Donc il y a 1000 façons de faire des cartes. Dès lors que c'est continu, bijectif, et que l'inverse est continu, ça marche. Donc oui, il y a, si vous voulez, une notion d'atlas minimal. En tout cas, l'atlas maximal, c'est l'ensemble de toutes les cartes possibles et imaginables. Voilà un autre exemple de variété topologique de dimension 2. Voilà, donc vous prenez, je sais pas, voilà un ouvert, et puis vous en faites une carte, voilà, une carte X, et puis ça va faire une patate ici. Voilà. D'ouvert à ouvert, l'inverse est continu. Enfin, il y a 1000 façons de le faire. Bref. Ok, oui, donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça, alors si ça, si X est une application de M dans Rn, c'est le principe, vous pouvez représenter pour un point P le point X de P, donc son image, sa représentation dans la carte. Vous pouvez l'écrire X1 de P, je vais le mettre en bas pour l'instant pour ne pas introduire X2 de P, etc. Xn de P. N étant la dimension donc, de la variété topologique. Et il est commun d'appeler ces nombres-là les coordonnées. Donc en fait, là, ça va être la première coordonnée, la deuxième coordonnée, la nème coordonnée de P pour la carte X, bien sûr, ça dépend de X. Une autre carte donnera d'autres coordonnées. Donc, parler des coordonnées d'un point, si on ne précise pas quelle carte, ça veut évidemment rien dire. Donc, une carte, en fait, c'est le choix d'un système de coordonnées local, parce que vous n'avez pas nécessairement la possibilité de le faire globalement, de faire une carte globale en attribuant des coordonnées non équivoques à l'ensemble des points. Mais localement, vous pouvez toujours le faire. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas une variété topologique. C'est ça la définition. Donc c'est simple. Donc on appelle ça, ça c'est la première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée. Et du coup, X est une fonction de M dans Rn, mais vous pouvez voir chacune des xi de P, xi, est elle-même une application de M dans R. Et on appelle ça la ième fonction coordonnée. Bon, c'est un vocabulaire qu'on utilisera, donc je l'introduis ici, c'est très naturel. Donc la carte est une application de M dans Rn, et évidemment, chacun des éléments du n-tuplet final est un élément de R, et donc chaque coordonnée fournit une fonction de M dans R, qu'on appelle fonction coordonnée. Okay. Donc ça, c'est fait. Juste une image encore pour fixer les idées. Vous avez votre variété quelque part, et puis vous avez je dessine une courbe sur cet espace. Et donc j'ai le point P, puis tout ça est contenu dans un ouvert U. Et donc j'ai une carte X qui me permet de représenter donc
la courbe, que je mets en rouge du coup, je la représente dans R2, si c'est R2 parce que je ne vais pas dessiner autrement, donc, mais le principe est le même. Donc je vais avoir P ici, et puis je vais avoir l'image de la courbe sur la carte. C'est-à-dire chaque point de U est représenté quelque part ici, donc j'ai U comme ça, et puis à chaque point il correspond à un point dans la carte, donc évidemment je peux tracer les points associés à la courbe dans la carte. Et ça fait par exemple ça. Vous allez me dire, ça ne ressemble pas, c'est pas la même forme. Ça dépend de la carte. C'est-à-dire, je peux appliquer la transformation que je veux dès lors que c'est continu. D'accord ? Donc ça n'a aucun sens de dire que ça, c'est pas la même forme que ça. Évidemment, c'est pas le même espace, j'ai fait une application de l'un dans l'autre, j'ai même pas de notion de forme. Ça veut dire quoi que ça a une forme de S ? Enfin, ça veut rien dire. Il n'y a pas de notion de forme. On a juste une notion de point, et maintenant de continuité, c'est-à-dire de voisinage, et via les ouverts, tout ce qu'on a vu. Donc, ça, c'est une parfaitement bonne représentation de cet espace-là. Vous vous rappelez, je ne sais plus si c'était la dernière fois, j'avais représenté un cercle, et ça faisait une droite, oui, ok. Un cercle en coordonnées polaires, dans la carte polaire, qui est juste une carte comme une autre, ça fait une droite. Ok, très bien, qu'à cela ne tienne. Enfin, si j'ai centré sur l'origine. Donc, voilà une représentation. Alors, cependant, il y a quelque chose d'extrêmement important ici, c'est que parce que l'application X est continue, et que son inverse est continu, si cette trajectoire-là, cette courbe-là, est continue ici, elle va être aussi continue là dans R2 au sens ordinaire. Et réciproquement. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une carte qui fait ça, et puis ça. Enfin, une carte telle que l'image de cette courbe-là soit ça. Parce que ça, c'est pas continu ici, et ça l'est. Alors, ça l'est, évidemment, ça dépend de la topologie, etc. Mais je prends la topologie naturelle. Ça violerait cette condition-là. Donc, alors, voyons-le, montrons-le, parce que c'est évidemment très important. Très important parce que ça va nous permettre de juger la continuité d'une trajectoire dans le vrai monde, dans le vrai espace, en regardant la carte, en regardant si la représentation de la trajectoire sur une carte est continue au sens ordinaire, au sens de Rn, avec la topologie usuelle. Quand j'utilise Rn, c'est toujours la topologie usuelle dont je parle. C'est contenu aussi, enfin oui. Oui, c'est contenu dans la définition de la variété topologique. Quand je dis X doit être continu et son inverse continu, il faut que je précise quelle topologie, et c'est la topologie de la variété pour la variété, et c'est la topologie standard pour Rn. Alors, voyons ça. Tout d'abord, réalisez bien que j'ai dit que cette courbe est continue, ça n'a un sens que parce que j'ai défini une topologie. Oui ? Alors, la topologie usuelle pour Rn, effectivement, c'est la topologie engendrée par les boules. Alors, la boule n, c'est l'ensemble. Une boule autour de rayon R, autour du point P. P, donc je suis dans l'espace je suis dans Rn. Donc P, c'est le point de coordonnées P1, P2, Pn. La boule de rayon R, c'est l'ensemble des points Q égale Q1, Q2, Qn de Rn, tel que somme de I égale 1 à n de QI moins PI au carré est strictement plus petit que R. Oui. Là, on n'est pas juste dans Rn, on est dans l'espace métrique Rn. Non.
bonne question, mais non. C'est juste... chaque chose ici est un R, enfin est un réel. Je peux former cette... Je peux les soustraire et les mettre au carré. J'ai pas dit que c'était une distance. Bien sûr, je peux faire une distance comme ça. Non, on est bien d'accord, vous avez raison, c'est ça. Mais c'est bien de réaliser qu'il n'y a pas besoin d'introduire les distances. Évidemment, elle est sous-jacente. C'est pour ça que, voilà, qu'on l'appelle boule, etc. Mais à ce stade-là, j'ai pas utilisé de notion de distance. Carré ? Ah oui, merci. Merci. Tout à fait. Et R est strictement positif. Oui. Ouais. OK. Donc, j'ai dit, cette courbe-là est continue, parce que ça a l'air de se voir, mais c'est continu du point de vue de la topologie utilisée. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais voyons comment ça se passe. Donc, on a M. Oui, alors, qu'est-ce qu'une courbe? On verra ça plus en détail la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on va introduire les vecteurs, enfin. Définition à nouveau. Une courbe ou une trajectoire, curve en anglais, mais courbe, elle peut être droite. Enfin, il n'y a pas de notion de courbe et de droite pour l'instant, donc de toute façon, enfin, c'est juste une ligne ou une trajectoire sur M est une application gamma de R dans M. En fait, c'est ça. Donc, vous avez un certain paramètre, on appelle ça le paramètre, et son image, gamma de lambda, c'est un certain point de M. Enfin, égale P indice lambda dans M, enfin, c'est un certain point. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle courbe, ça c'est très important. La courbe, ce n'est pas juste l'ensemble des points dans M. La courbe, c'est l'application qui a un réel. Alors, on pourrait réduire ça entre A et B plutôt que tous les réels, mais vous pouvez passer de l'un à l'autre, donc mettons R. Ça vous dit pas juste quels sont l'ensemble des points de la courbe. Ça vous dit, c'est vraiment une application qui, le point 0, il va là, le point 1, il va là, le point 2, il est là, etc. Donc, il y a une espèce, il y a le sens que vous parcourez la courbe à la vitesse d'un certain paramètre. Évidemment, vous pouvez reparamétrer la courbe, mais justement, c'est une autre courbe. C'est-à-dire que la même trajectoire peut être parcourue lentement, ou très vite, ou même faire un aller-retour et repartir. Ça sera la même trace, ce sera le même ensemble de points dans l'espace, mais vous voyez que ce ne sera pas la même chose. Donc, ce qu'on appelle courbe, pour vraiment la singulariser, c'est l'ensemble de l'application. Ce n'est pas juste par où je passe, c'est par où je passe quand. Alors quand, si c'est le temps, mais disons par un certain paramètre, il n'y a pas de temps nécessairement. Surtout si finalement la variété, ça va être l'espace-temps, le temps il sera déjà dedans. Donc, mais n'empêche, dans n'importe quel espace, vous pouvez définir une trajectoire comme un ensemble de points, mais ça ne vous dit pas tout, vous pouvez faire mieux que ça. C'est-à-dire, encore une fois, deux courbes qui auraient la même image, c'est-à-dire telle que l'image de gamma, ça, on va dire, ça c'est l'image de gamma, donc c'est l'ensemble des points atteints pour un certain paramètre. Ça, c'est ce qu'on peut appeler, je ne crois pas qu'il y ait un nom formalisé, mais c'est la trace de gamma sur M. C'est l'ensemble c'est la trace qui est dessinée sur M, l'ensemble des points sur M. Mais vous voyez bien qu'il y a plusieurs façons d'avoir la même trace. Et donc, ce qu'on appelle courbe, ça c'est très important, c'est une particulière. Enfin, c'est vraiment l'application elle-même. D'accord ? Comme ça, vous avez toute l'info.
Alors ça peut être redondant si vous vous intéressez qu'à la trace. Ok, n'empêche, ça c'est une courbe. Enfin, une courbe, c'est vraiment ça. Alors, maintenant, quand je dis une courbe est continue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette application-là est continue. Est-ce que j'ai une notion de continuité? Oui, parce que ici, j'ai une topologie. Dans M, j'ai une topologie. Donc en fait, je suis sur une variété topologique, donc j'ai une topologie. Avant de démarrer, j'ai déjà un espace topologique, donc j'ai une topologie, et puis là, j'ai la topologie usuelle. Donc il y a un sens à dire que gamma est continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image réciproque de tout ouvert ici est un ouvert là. OK. Donc ça a un sens. La continuité de gamma a un sens, bien que j'ai aucune notion de distance là-dessus. D'accord? Justement, j'ai fait tout ça depuis ce matin pour arriver à parler d'une courbe continue sans parler de distance. Donc c'était justement pour ça. Donc j'ai une courbe continue ici, et ça a un sens parce que j'ai une topologie sur la variété, bien que n'ayant pas de distance. Voilà. Et maintenant, j'ai donc... Et on va peut-être s'arrêter là, j'imagine. Donc j'ai la courbe gamma de R dans M. Ça, c'est la courbe, la trajectoire complète, avec toute l'info. Et puis j'ai une carte X. Alors, on va dire dans un certain U inclus dans M. Donc je prends une portion, la courbe va peut-être à l'infini, et peut-être que je ne peux pas trouver un ouvert complet, la cartographier l'ensemble de la courbe. Mais je prends un bout de la courbe, d'accord? Donc je prends un bout de la courbe qui va dans un certain ouvert, et j'ai une carte de l'ouvert dans Rn, ici. Et du coup, ce que vous voyez, et ça on fera ça 1 milliard de fois, c'est que vous avez ici, en fait, une application directe de R dans Rn, qui n'est rien d'autre que X rond gamma. X après gamma. Ceci est une application de R dans Rn. Je sais tout faire sur une application de R dans Rn. Je sais définir sa continuité, bien sûr, au sens complètement ordinaire. Et le fait d'avoir exigé que la carte ici soit continue, maintenant ça paraît clair. Pourquoi? Bon, d'abord parce que ça donne une représentation fidèle, on le sent, mais fidèle en fait, en ce sens-là, que dire que gamma est continu, c'est dire que ça est continu. Et réciproquement. C'est-à-dire, alors c'est aussi un des exercices, c'est l'exercice numéro 4 de la feuille, que je vous encourage à faire. C'est trivial, vraiment, vous allez voir, c'est un quart de seconde pour chaque exo. Quand vous avez F, alors, vous avez un espace topologique EOE. Un autre FOF. Un autre GOG. Vous avez une fonction f continue, g continue, eh bien, g rond f est continu. Évidemment, il faut le montrer, mais c'est vrai. Et c'est vrai trivialement. Parce que ça veut dire quoi que f est continu? Ça veut dire que l'image réciproque d'un ouvert ici est ouvert. Ça veut dire quoi que g est continu? Que l'image réciproque d'un ouvert là est un ouvert ici. Donc l'image réciproque par g rond f, la préimage, si vous voulez, d'un ouvert ici, ça va vous donner un ouvert là, ça donne un ouvert là, donc en fait, il est ouvert. Donc ça, c'est continu. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc si deux fonctions sont continues, leur composé est continu. Ça est continu, ça est continu, ça est continu. Alors inversement, vous pouvez montrer, ça vaut le coup de regarder formellement, de l'écrire, c'est tout aussi trivial, c'est qu'en fait, si ça est continu et ça est continu aussi. Parce qu'en fait, celle-ci est inversible. Donc en fait, ça, voilà.
je le fais pour vous. Mais essayez de le refaire pour vous-même. Ça, c'est x moins 1 rond, x rond gamma. En fait, vous faites ça, puis ça. Mais x moins 1 est continu. C'est pour ça qu'on a besoin que x moins 1 soit continu, d'ailleurs. On a besoin que x soit continu et x moins 1 soit continu. La carte, elle doit être propre. Il n'y a pas de notion de forme, donc ça peut être déformé au sens quand je le représente, parce qu'il n'y a pas de notion de forme. Par contre, notion de continuité, oui. C'est la seule chose qu'on a introduite, mais c'est capital. Donc, vous voyez que si ça, c'est continu, et ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez, c'est les coordonnées du point qui se déplace là-dessus. Ça, c'est une fonction de R dans Rn. Vous savez ce que ça veut dire d'être continu. Ça, vous savez ce que ça veut dire. Eh bien, puisque vous avez pris des cartes continues, si ça, c'est continu aussi dans le vrai espace. Donc, vous pouvez juger de la continuité de l'objet dans la variété, avec sa topologie qui est ce qu'elle est, mais vous pouvez juger cette continuité en regardant les fonctions dans Rn, enfin une bête fonction de coordonnées. Donc si la trace cartographiée de la courbe est continue, la courbe est continue. Donc et en fait, c'est ce que vous faites depuis toujours en physique. Quand on écrit, je sais pas, la trajectoire d'un corps qu'on lance comme ça, vous écrivez z égale z0 moins 1,5 gt2, enfin plus... oui, on va partir comme ça, et puis, oui, non, c'est... et puis, vous avez x0 égale... pardon, x égale x0 plus... je sais pas, V0 cos alpha, enfin, si vous lancez avec un angle alpha, etc., t, voilà. Vous voyez, en fait, vous dites, c'est ça la trajectoire, et vous dites, c'est continu, parce que ça, c'est une fonction continue. Oui, mais en fait, ça c'est la représentation dans une carte de la trajectoire. Le vrai point, c'est pas x, y, c'est un truc quelque part dans le monde. Vous l'avez cartographié avec une certaine carte et vous avez représenté un x et un y. Puis là, vous voyez que c'est continu, vous dites super, c'est continu. Mais est-ce que la vraie chose, est-ce que la vraie trajectoire est continue? C'est ça qui est important. Et est-ce qu'on sait définir la vraie trajectoire continue? On ne sait le définir que si on a une topologie dans le vrai espace, pas dans la carte. Et donc, il faut une topologie dans le vrai espace. Alors évidemment, comme pour notre intuition, le vrai espace, c'est Rn déjà. Donc, il est auto-cartographié dans lui-même. Donc, tout ça nous a paru complètement évident et transparent depuis le début. Mais le point clé, c'est que non, le vrai espace, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Je dis juste, c'est une variété. Enfin, j'exige ça parce que je ressens ça. J'ai l'impression que localement, c'est Rn partout. Enfin, R3 en l'occurrence, ou R4 dans l'espace-temps. Donc, j'introduis, encore une fois, j'introduis le minimum de structures possible. J'ai le vrai espace et je peux le cartographier. Maintenant, sa géométrie à lui, oulala, je ne sais pas, ça pourrait être n'importe quoi. Mais j'ai une notion de continuité, donc il y a une topologie là. Et la cartographie doit être fidèle à cette topologie, c'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose de continu en vrai dans la topologie de l'espace ou de l'espace-temps doit être continu dans la carte. Et donc, mes cartes doivent être continues. Et donc, dans la définition de la variété topologique, il y a l'idée que, localement, l'espace topologique en question ressemble à Rn, c'est-à-dire est cartographiable par Rn, mais dans ce ressemble, c'est pas juste ressemble en tant qu'ensemble de points, c'est en tant qu'ensemble de points et notion de continuité, etc., et donc est topologie. Localement, l'espace-temps, enfin, la variété, quelle qu'elle soit de façon générale, est topologiquement équivalente à Rn. En ce sens-là, on dit que c'est une variété topologique de dimension n. Et donc, voilà comment fonctionne la cartographie. La dernière chose, et on s'arrête vraiment, c'est la question de changement de carte. Parce que, évidemment, j'ai choisi une certaine carte qui donne une certaine représentation, mais je peux tout aussi bien utiliser une carte Y qui va représenter le même ouvert et en l'occurrence la même courbe, enfin d'une autre façon, avec une coordonnée Y1, Y2. Et donc, en général, on dit on change de coordonnées, on change de système de coordonnées. Et effectivement, c'est le cas. Mais en fait, c'est un changement de carte. Et ces changements de carte, donc je l'écris là, et on s'arrête.
faut qu'on trouve un autre tableau. Hein. Changement de carte. Changement de carte. Donc vous avez... oui, donc vous avez M. Enfin, vous avez un certain... Quelle heure est-il? Vous me donnez un quart de seconde. Allez. Non, parce que le même point... Donc j'ai une carte. Ok, j'ai un point P et j'ai une carte UX où P est dans U. Mais je peux aussi avoir une autre carte, VY, où à nouveau P est dans V. Donc par exemple, je prends cet ouvert là maintenant. Voilà. U pourrait être V ou ne pas l'être, c'est pour ça que je prends un cas plus général. Donc j'ai deux cartes. Alors, on dit, donc ces cartes sont dites compatibles si, alors soit U inter V est l'ensemble vide, donc si elle ne se recouvre pas, il ne risque pas d'y avoir de conflit entre la cartographie par une carte d'un même environnement et la cartographie par une autre carte, puisqu'il n'y a aucun point en commun. Donc il ne risque pas d'être incompatible, donc on dit qu'elles sont compatibles si elles ne se recouvrent pas. Ou sinon, donc si elles se recouvrent, si ce n'est pas l'ensemble vide, alors je vais l'écrire x-1 rond y et y-1 rond x doivent être continus. Je fais le dessin et vous allez voir tout de suite. Donc vous avez votre variété. Vous avez U, vous avez V, vous avez ici U inter V. Et donc, ça, donc vous avez M, non, pardon, vous avez U inter V qui est inclus dans M, c'est juste un ouvert de M, qui va vers Rn par la carte X et qui va aussi vers Rn par la carte Y. Et vous voyez que vous avez ici une application qui est... C'est quoi cette application? C'est Y rond X-1, c'est Y après X-1. Et puis vous avez cette carte-là, enfin, cette application-là qui est X rond Y-1. Eh bien, ces applications doivent être continues. Puisque ça l'est, ça l'est. Enfin, elles le sont par construction dans l'Atlas. Et vous voyez que vous avez une application qui permet de passer d'un système de coordonnées, si vous voulez, à un autre système de coordonnées. Et ça, c'est continu. Par définition, puisque Y et Y-1 et X et X-1 le sont. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une transition map, une application de transition, ou si vous voulez, un changement de carte. Ce que j'écris là, un changement de carte ou changement de système de coordonnées. Pourquoi je disais ça? Parce que, voilà, c'était pour introduire cette notion. Ouais, ouais. Oui, c'est tout. C'est tout. Non, parce que je veux pas parler de différenciabilité tout de suite. Enfin, si, juste un mot. Un teaser pour la semaine prochaine, pour que vous soyez comme ça toute la semaine. C'est que
vous voyez que la notion de continuité de la courbe, la vraie continuité de la vraie courbe dans l'espace, et la notion de continuité de la courbe dans la carte sont identiques. Donc je peux juger de la continuité de la trajectoire en regardant sa représentation dans une carte donnée. Et si je change de carte, c'est ça l'idée, c'est que ce sera aussi continu, parce que justement, pour passer d'une carte à une autre, c'est continu. Donc à nouveau, la combinaison de fonctions continues est continue. Donc je peux juger de la continuité. Et là, j'ai une idée qui me vient, je dis, ah, mais alors, je pourrais définir la différenciabilité d'une courbe. Je regarde sa projection ici, et là, je sais dire si ça, c'est différenciable ou pas. Je suis dans Rn, je sais faire. Et donc, je pourrais me dire, OK, je vais définir la différenciabilité d'une courbe en vrai dans l'espace vrai par la différenciabilité de sa représentation dans une carte. Seul problème, c'est que ça pourrait être différenciable dans une carte et pas dans une autre. Parce que la transition d'une carte à une autre, elle est nécessairement continue. Elle n'est pas nécessairement différenciable. Et donc, il se pourrait très bien que dans une certaine carte, ça a l'air bien différenciable, et puis dans une autre carte, la courbe, elle fait comme ça. Pouf. Ça, c'est une parfaite carte. Ça aussi, vous pouvez juger de la continuité de la trajectoire dans la variété en regardant la continuité, on vient de le voir, parce que tout est continu, mais vous ne pouvez pas juger de la différenciabilité comme ça. Et pourtant, il va falloir définir une différenciabilité. Il va falloir remplacer les homéomorphismes par des difféomorphismes, mais pour l'instant, on n'a pas moyen de définir un difféomorphisme à ce stade-là. Et donc, la stratégie, ça va être de dire, OK, je peux définir la continuité comme ça parce que passage d'une carte à une autre, c'est continu, parce que par définition, ça c'est continu, les inverses aussi, donc passer d'une carte à une autre, c'est continu, mais ce n'est pas nécessairement différenciable. Du coup, une courbe pourrait avoir l'air différenciable ici, mais ne pas l'être là. Or, pourquoi cette carte serait meilleure que celle-là? C'est complètement arbitraire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, en fait, OK, l'atlas, c'est bien, on va racher toutes les pages, telles que, quand on passe de l'une à l'autre, ce n'est pas différenciable. On va ne garder que les pages, que les cartes qui sont compatibles entre elles pour une structure différenciable, et on va effectivement définir la différenciabilité d'une courbe par la différenciabilité sur une carte, mais pour ça, on ne va pas pouvoir s'autoriser toutes les cartes. Et la question après, c'est est-ce qu'il est possible ou non de virer des cartes pour ne garder que des changements de coordonnées qui soient différenciables. Et la réponse n'est pas toujours oui. Oui. Mais ça, c'est que parce que nous, on souhaite que ça l'a dit. Et avec toi, je pense que oui, parce que toute la physique est définie avec des équations différentielles, etc. Donc, on peut renoncer à ça. Peut-être qu'il faudra renoncer à ça. Mais pour l'instant, si on peut garder ça, c'est le minimum. Parce que toutes les lois qu'on a, c'est des équations différentielles de proche en proche, les choses s'influencent, etc. Mais peut-être un jour, il faudra y renoncer. Mais pas encore. Donc, pour l'instant, on a ça et on n'aura pas d'autre choix que de définir une structure différentielle. Bon, allez. See you next week.